Bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans l'émission Districtement Habitat, votre rendez-vous quotidien 100% habitation et virtuel. Produit par l'APCHQ Montréal Métropolitain et cette semaine présenté par Solutionnera en collaboration avec Desjardins. Aujourd'hui, nous avons la chance de discuter de ce qui différencie une maison normale d'une maison saine, écologique et autonome. Alors, pour cette occasion, je me suis entouré d'une équipe vraiment extraordinaire. Bonjour et bienvenue à tous. Allô? Bonjour. Salut. En partant de la gauche, on a Benoît Lavigueur. Donc, Benoît est un conférencier, consultant, expert et entrepreneur général reconnu en bâtiment écologique. Avec tes entreprises, il s'est vu remettre plusieurs distinctions, dont celui du constructeur de l'année, ainsi que de Climate Hero. Il a accompagné plus de 1000 projets écologiques depuis 2005. Il a réalisé 4 projets écologiques personnels, dont 2 maisons modèles expérimentales qui ont été visitées par plus de 5000 personnes. Il est également impliqué dans de multiples comités pour faire avancer la cause du bâtiment durable, en plus d'enseigner les notions du bâtiment écologique chez Solutionnera et Écohabitation. Bonjour Benoît. Bonjour. Très content que tu sois là. Avec plaisir. On a aussi André Fauteux. Donc, André est éditeur, rédacteur et fondateur du magazine La Maison du 21e siècle. Il est ancien reporter au quotidien montréalais de Gazette et à l'hebdo Habitatech. Il a aussi collaboré au quotidien La Presse pendant 15 ans ainsi qu'avec de nombreux autres médias, Guide Ressources, Touring, le Journal de Montréal, etc. Depuis 1990, on fait régulièrement appel à sa grande expertise pour couvrir les divers aspects des maisons saines et écologiques, qualité de l'air intérieur, énergie alternative, etc. Bienvenue André. Content de t'avoir aussi. Et on a Frédéric Wiper. Donc, Frédéric est diplômé de l'Académie des Earthships au Nouveau-Mexique. Il a cofondé l'Oasis et Solutionnera avec moi. Et il travaille depuis à titre de conférencier, formateur et génie des solutions, en plus de participer à l'émancipation de l'entreprise au Québec et à l'international. Il se passionne aussi par la troisième révolution industrielle, les modes de vie résilients ainsi que les technologies vertes. Bienvenue Fred. Oui, merci. Cool. Alors le sujet aujourd'hui, comme vous le savez, c'est quoi la différence entre une maison normale puis une maison saine, écologique et autonome, ou une maison écologique que la plupart des gens, on met tout ça dans un gros paquet et on ne sait pas exactement c'est quoi. Fait que pour l'introduire bien, je vous propose de justement séparer en 3 grandes catégories. Donc, les maisons écologiques et plus haute performance, donc l'enveloppe du bâtiment et tout ça. Les maisons saines et naturelles et les maisons résilientes et autonomes. Ça vous va? Oui. Ouais. All right. Fait que Benoît, est-ce que tu pourrais commencer justement en nous précisant, en nous expliquant qu'est-ce qu'il y a de spécifique et c'est quoi les caractéristiques d'une maison qu'on pourrait appeler écologique ou haute performance? C'est important de comprendre qu'une maison écologique n'est pas complètement différente d'une maison plus traditionnelle. Souvent, les gens s'attendent à un concept complètement nouveau ou que tout est différent, carrément. Souvent, les gens vont penser OK, une maison écologique, c'est nécessairement en ballot de paille, il y a des panneaux solaires, il y a de la géothermie, elle a l'air spécial aussi, donc le look peut être différent. Ouais. Et finalement, non, on peut vraiment faire ça beaucoup plus simple que ce que les gens pensent en majorité. Une maison écologique, pour moi, c'est plusieurs facteurs. En gros, c'est une maison qui est plus efficace énergétiquement. Ouais. Donc, la consommation d'énergie va diminuer de moitié ou même de 75 %. Ouais. On va réduire la consommation d'eau. OK. Et également, c'est une maison qui est plus saine pour les occupants. Fait que c'est vraiment les 3 facteurs qui vont faire une grosse différence entre les habitations. Pour moi, la priorité, c'est vraiment l'efficacité énergétique. Donc, de travailler sur l'isolation, l'étanchéité du bâtiment, de faire une conception solaire passive, donc de bénéficier du soleil pour chauffer notre bâtiment au quotidien. Puis on a la chance d'avoir beaucoup de soleil au Québec, fait qu'on est bien gâtés là-dessus. Et c'est tellement plus confortable et agréable de vivre dans une maison comme ça parce qu'on est baigné de lumière au quotidien. Ouais. Fait que ça va vraiment faire une différence si on compare, mettons, une facture moyenne de chauffage d'une maison de peut-être 1 500 à 2 000 par année. Une maison écologique performante, on peut s'approcher du 500 par année. Okay. Et là, je ne parle pas de l'hyper-performance qu'on peut descendre encore plus bas. Oui. Mais en fait, assez facilement, on peut réduire jusqu'à 500 annuellement.
Ça fait quand même une bonne différence. Il y a une belle rentabilité qui est là, qui est agréable, justement, pour le portefeuille. Super. Puis quand on parle d'écologique, on parle souvent des changements climatiques présentement. Donc, l'aspect carbone dans tout ça, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi pour cet aspect-là? Je sais qu'entre autres, tu es impliqué avec Carbone Neutre, la certification. Effectivement. Donc, il y a plusieurs types de certifications. On connaît la certification LEED qui est bien connue, qui va donner des points pour chaque bon geste écologique qu'on va faire sur un bâtiment. La certification, justement, Carbone Neutre vient évaluer toute la quantité de carbone qui a été émis pendant la construction avec la fabrication des matériaux, le transport des matériaux et de la main-d'œuvre. Et après, on va calculer aussi 60 ans d'utilisation. OK. Et par la suite, on vient acheter des crédits carbone. C'est comme si on remettait le compteur à zéro, qu'on compensait toute la pollution qu'on a faite pour construire et utiliser ce bâtiment-là. Un peu comme c'est un peu plus connu, mettons, avec les avions. Là. Des fois, quand tu prends l'avion, c'est polluant, donc tu peux payer plus pour compenser le carbone. OK, c'est juste que tu le fais pour ta maison pour 60 ans. Oui, effectivement. Mais il y a quand même des choix qu'on peut faire en amont. Tu n'es pas obligé juste de tout rembourser en achetant des crédits, mais dans le choix des matériaux puis tout, puis comment tu construis. Ce qui est intéressant avec le principe de Carbone Neutre, c'est que tu peux justement concevoir sans te casser la tête et juste payer le crédit. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne une valeur à les bons choix et ça donne un coût au choix non polluant. Ouais, c'est Parce ça. que c'est sûr que c'est facile de dire on va mettre un bâtiment plus performant, on va rajouter beaucoup d'isolation. Ouais. Mais tout dépendant du type d'isolation qu'on va mettre. Si c'est juste en plastique, ça coûte plus cher. Donc, effectivement, je vais être obligé de compenser beaucoup plus en crédit carbone que si j'utilise des matériaux biosourcés qui vont m'aider, parce qu'en fond, eux deviennent un puits de carbone. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce que ça l'amène un côté monétaire et plus juste une valeur écologique, mais ça l'amène un côté monétaire à l'impact qu'on a réellement. Je définirais puits de carbone, c'est... Oui, c'est un très bon point. Merci, André. Donc, un puits de carbone, c'est justement des matériaux un peu comme tout le bois qu'on va utiliser, les matériaux biosourcés. Le chanvre est un bel exemple de ça aussi. Le chanvre également. Donc, ils vont stocker le carbone, dans le fond, le CO2. La plante, quand elle pousse, elle capte. Puis là, ton bois, si tu l'as pour 200 ans, ta maison, le carbone bouge pas. Il était capté là. Ton bois. C'est ça. Fait que c'est l'effet inverse de brûler, par exemple. Oui, le carbone que tu relâches là, dans l'atmosphère. Super. Dernière petite question juste avant qu'on passe aux maisons saines. Là, tu as parlé des maisons écologiques. Puis la maison haute performance, parce que tu en as construit une, entre autres, une maison très haute performance. Fait que pourquoi on appelle ça une maison haute performance? Puis c'est quoi les caractéristiques qu'ils vont avoir? La première chose, c'est de bien comprendre la science du bâtiment. Okay. Donc, la façon qu'on construit habituellement peut créer certaines problématiques de condensation, éventuellement de moisissure, parce qu'il y a beaucoup de fuites d'air, il y a beaucoup d'infiltration, et ce qui crée des problèmes, autant à la structure, et par la suite, qui va créer des problèmes de santé aux occupants. Fait que le but, c'est de faire un bâtiment qui est très durable, première des choses. Après ça, on veut réduire justement toute la facture, la consommation d'énergie de notre bâtiment. C'est ce qui a beaucoup d'impact environnemental pour les habitations. Oui. Fait que la première chose, on regarde justement l'optimisation de l'espace. Parce que c'est sûr que si je bâtis 10 % moins de pieds carrés, naturellement, j'ai 10 % d'économie sur les frais de chauffage parce que je n'ai pas besoin de chauffer ce volume-là, de les climatiser. Fait que ça, c'est la première réflexion qu'on oublie souvent de faire, mais qui est vraiment le choix le plus écologique. Écologique, économique. Plus petit, là. Oui, tu perds nulle part, à part si tu veux avoir un bon design pour que ce soit agréable pour l'habitant. Mais... Oui, effectivement. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, qu'une maison plus petite n'est pas moins confortable. Moi, j'ai des clients qui ont déménagé dans une maison qui avait la moitié des pieds carrés de leur ancienne maison. Et souvent, ils me disaient, j'ai l'impression que j'ai plus d'espace qu'avant. Parce que c'est plus lumineux, c'est optimisé, justement. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment le premier accès, le premier point de départ, dans le fond, de faire un choix. Ensuite vient le salaire passif, donc l'orientation de bénéficier de l'énergie du soleil qui est gratuite, qui est constante, qui est vraiment très agréable. Troisième point, d'aller chercher de l'étanchéité du bâtiment. Ouais. Et ça s'applique autant en maison neuve que dans la rénovation aussi également. Qu'on peut rajouter, on peut mieux étanchéifier un bâtiment. Oui, effectivement. Donc, il y a moyen de faire un test d'infiltrométrie, qui est une machine qu'on vient mettre dans une porte et qui vient dessouffler, entre guillemets, la maison, ce qui permet d'accentuer et de voir toutes les fuites d'air potentielles qu'on a pour, après ça, pouvoir les traiter. C'est vraiment la première chose. Puis c'est ce que les gens oublient souvent, et les professionnels aussi. Ça demande de la minutie, ça demande quand même de la patience. Du travail. C'est pas le truc le plus le fun à exécuter. Ça dépend qui. Ça prend un minutieux, un perfectionniste pour s'y amuser. Mais là, tu as parlé d'étanchéité avant de parler d'isolation. Effectivement, parce que
On parle beaucoup d'isolation parce que ça paraît, puis c'est plus facile, c'est plus rapide, mais l'étanchéité a beaucoup plus d'impact. Okay. Dans le fond, on perd 2 fois plus d'énergie dans les bâtiments par un manque d'étanchéité que par une mauvaise isolation. Donc, je fais souvent le comparatif de ça ne sert à rien en plein hiver de sortir dehors avec un beau gros canuc si je ne prends pas la peine de l'attacher. Je suis mieux d'avoir un manteau plus mince et de prendre la peine de le fermer. Donc, une maison, c'est la même chose. Si j'ai un trou, littéralement, le manque d'étanchéité, c'est comme un trou, dans le fond. Oui. C'est l'équivalent de ça. C'est juste qu'ils sont plus petits. Puis... Et l'abus des fenêtres et des vitrages aussi, c'est des pertes d'énergie énormes. Ça ne donne rien d'avoir des murs R40 si tu as trop de vitres. Si tu as des vitres partout qui font énormément de pertes. Donc, c'est ça. C'est important d'avoir une bonne isolation. Ensuite, une belle qualité de vitrage. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de vitrage parce que, justement, ça peut créer de la surchauffe. Et ça crée des pertes d'énergie assez impressionnantes aussi, là, ce que les gens oublient souvent. Super, merci. Installé aussi. Oui, ça coûte cher en plus. Ça coûte cher le jour 1 et ça coûte cher tous les autres jours après. Fait que, merci beaucoup, Benoît. André, peux-tu nous parler des maisons saines et naturelles? Puis c'est quoi les caractéristiques qui vont les définir? Oui, elles sont pas seules. Elles peuvent être idéalement naturelles, oui, c'est ça. Mais on n'est pas obligé d'avoir une maison 100% naturelle. Oui. Pour moi, une maison saine, avant tout, une maison écologique, c'est une maison bien construite. Alors, la différence avec la maison ordinaire, c'est vraiment la qualité. Donc, tu vas avoir, des frais de chauffage réduits, mais les frais d'entretien à court et à long terme. Puis, avant tout, moi, mon dada, depuis 30 ans, c'est la santé. Alors, on donne des exemples. Par exemple, la plupart des maisons, les portes et fenêtres, l'étanchéité, et puis au niveau des toitures, l'infiltration d'eau, tout ça, les échangeurs d'air, c'est des choses qui sont faites, disons, passablement. Pour le cas du bâtiment, là, on ne va pas faire un test d'infiltrométrie, justement. Alors, comme Benoît disait, si tu as... Parce que moi, les 3 polluants qui m'importent, c'est le biologique, le chimique et l'électrique. OK. Alors, le biologique, si la maison est trop sèche parce qu'il y a trop de fuite d'air, elle perd toute sa chaleur, son humidité en hiver, ou si elle est trop étanche, mal ventilée, trop humide, dans les 2 extrêmes, tu as plus de problèmes respiratoires parce que tu as plus d'humidité, plus d'acariens, plus de moisissure. Benoît disait, si le vent passe dans les murs, les gens doivent comprendre que ça va condenser dans l'enveloppe du bâtiment, puis à long terme, c'est la structure qui pourrit, puis les gens sont malades. Alors, pour le biologique, c'est vraiment critique, étanchéité et ventilation. OK. Le chimique, on réduit les polluants à la source. C'est la première chose, dans le fond, avant de faire l'étanchéité, la ventilation, tout ça, c'est de réduire. Donc, pour les matériaux, par exemple, ça peut être les peintures. Il y en a qui sont 0 COV, les composés organiques volatiles, c'est les solvants. Il faut vraiment miser pour ces peintures-là qui en ont 0, mais non seulement dans la base de la peinture, mais dans les pigments, les colorants qu'on rajoute. Les couleurs foncées peuvent avoir beaucoup de COV, puis ça, c'est vraiment des irritants respiratoires. Puis ça, les gens, pas tout le monde sait là, que, dans le fond, dans une maison normale, au code, ça se peut qu'il y ait des COV, donc des composés organiques. Comme tous les bois d'agglomérés qui sont collés à l'uréformol, ça émet du formaldéhyde qui irrite les voies respiratoires, qui peut rendre sensible aux produits chimiques. Puis ça, c'est toutes les armoires, tous les meubles qui sont en panneaux d'agglomérés, le MDF pour les moulures, alors des choses comme ça. Il y a des contreplaqués extérieurs, puis l'OSB, ça c'est correct, c'est une colle de phénol. Mais c'est vraiment les armoires, quand on mesure le formaldéhyde, c'est en été, de la saison chaude et humide, c'est là que le formaldéhyde sort des matériaux. Donc, peinture finie, puis armoire. Pour le chimique, pour moi, c'est les gros à surveiller. Après ça, c'est toute la cochonnerie que le consommateur rentre dans la maison. Alors, en l'eau de Javel, l'ammoniac, les sambons chimiques, même ton matelas, tes divans, on peut regarder comme un matelas au latex parce qu'on a le nez dessus toute la nuit. Et à long terme, c'est la soupe chimique. C'est pas que chaque produit qui va te rendre malade, c'est les centaines de produits la chimiques soupe, c'est le mélange. Oui, exactement. Okay. Après ça, l'électricité, c'est de faire un bon filage. Par exemple, on met des câbles commerciaux BX blindés en aluminium, là, comme dans le commercial. Ça bloque le champ électrique. Le champ magnétique, on va s'en éloigner. À 3 pieds, d'habitude, ça tombe à 0 en général. Donc, autour du lit, c'est vraiment important.
Et puis, bon... Et ça, justement, peux-tu nous expliquer un petit peu plus? Dans le fond, c'est que les champs électromagnétiques ou les champs électriques peuvent quoi? Il y a des dangers pour la santé avec ça? C'est ça. Alors, l'électrique, c'est le voltage, puis le magnétique, c'est le courant, l'ampérage quand on consomme. Oui. C'est ça qu'on dit électromagnétique ensemble. OK. Le champ magnétique, lui, c'est la leucémie infantile, les preuves les plus solides depuis plusieurs années. OK. Puis le sans-fil, les radiofréquences micro-ondes, là, c'est cancer du cerveau, toutes les tumeurs dans la tête, dans la bouche, dans l'oreille. Et ça a été confirmé. Des rats, dans 2 études aux États-Unis et en Italie, ils ont prouvé qu'avec les cellulaires et les antennes à long terme, c'est les mêmes tumeurs qu'on voit chez les gens qui abusent du téléphone cellulaire ou sans fil. Plus de 10 ans, abuse, c'est 30 minutes par jour. Ça commence à faire pas mal de monde. Si les rats ont les mêmes tumeurs que les humains, il faut se réveiller. Ça a été classé peut-être cancérogène, mais là, dans les prochaines années, ça va être classé probablement cancérogène comme le Roundup ou cancérogène classe 1 comme l'amiante. Les experts en débattent en ce moment. Là. Donc, principe de précaution, on veut réduire. C'est surtout le soir et la nuit où c'est critique parce que c'est là que le corps se guérit, se reconstruit parce qu'on ne peut pas tout contrôler comme exposition polluant le jour. La nuit, c'est vraiment là que c'est critique de tout débrancher, tout ce qui est sans fil. Fermer ou débrancher. Filer vos téléphones, fermer le Wi-Fi. Idéalement, câbler les maisons pour ne pas avoir de Wi-Fi. Très pratique le Wi-Fi, mais on n'a pas besoin de ça dans une maison. Surtout pas la nuit. On a juste à câbler chaque étage. Puis la nuit, là, ça prend un petit lecteur pour être sûr qu'on n'a pas oublié un Bluetooth ou autre. Là. Mais ça améliore le sommeil, ça améliore la concentration. En tout cas, la liste est longue parce qu'on est électrique. Donc, c'est tous les organes, toutes les cellules du corps qui réagissent à l'électricité. Un des points importants, justement, quand on fait un projet de maison neuve ou on fait une rénovation, c'est le temps de passer des fils. Oui, ça coûte moins cher en construction. Donc, c'est facile, on les passe, et puis après ça, au moins, c'est beaucoup plus... c'est un incitatif pour les gens de l'utiliser. Et également, comme nous aussi à la maison, on a un système Wi-Fi qu'on est capable de fermer. Parce que certaines fois que le Wi-Fi a son utilité. Oui, exact. Fait que c'est facile, juste en un bouton. C'est ça. Mais d'office, il est fermé. C'est ça. Quand on en a besoin, on l'ouvre. Sauf que les fournisseurs, souvent, ils te font croire que c'est éteint. Si tu ne mesures pas, tu ne le sais pas. Il y a certains fournisseurs, il faut que tu appelles le fournisseur ou que tu ailles sur un site web pour le fermer, les désactiver. Fait que Puis, mais si par exemple, le modem est connecté dans une prise, que ça, tu pèses puis tu fermes la prise, ça veut dire qu'il arrête complètement. C'est l'électricité, right? Ferme la prise électrique. C'est ça. Moi, j'ai vu un cas d'une maison, on l'avait tout éteint, puis il y avait encore une émission sur le modem, puis il fallait passer par le fournisseur. OK. OK. Bon, c'est intéressant à savoir. Ce qui est vraiment important aussi, c'est de dire que la Société canadienne d'hypothèque et de logement, dans les années 90, ça fait plein d'études sur des personnes hypersensibles. D'abord aux produits chimiques, mais 80% de ces gens-là sont sensibles à l'électricité puis ils ne savent pas aussi. OK. Puis il y a des médecins... Ça va ensemble, dans le fond. Oui. Ça a un impact. Ton système nerveux, immunitaire, tous les systèmes sont comme en alerte, donc c'est un épuisement à long terme. Puis donc l'électricité affecte beaucoup de gens. Puis c'est souvent les moisissures qui vont déclencher ces sensibilités-là. Et ils ont vu avec des médecins et des professionnels de la santé, quand ils ont rénové ou construit, ils ont mis ces gens-là dans des maisons plus saines, la santé allait vraiment mieux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Wow, c'est très intéressant. Merci beaucoup, André. Fred, toi, veux-tu nous parler un petit peu plus des maisons résilientes et autonomes? Donc, on en entend un petit peu plus parler, surtout ce concept-là, résilience. Tout à coup, c'est un mot populaire depuis la pandémie. Parle-nous un petit peu, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les caractéristiques? Ben oui, ça va me faire plaisir. Une maison résiliente, en fait, on va revenir à la base. Une maison, c'est un lieu pour répondre à des besoins de base des êtres humains. Fait qu'on a un besoin de s'abriter, on a un besoin de sécurité, on a un besoin de confort. Un confort au niveau de la chaleur. Une fois qu'on a ça, on a besoin d'eau. On aimerait ça avoir de l'eau. Après ça, on a faim, on a un besoin de se nourrir. Après ça, on devient technologique, on a un besoin d'électricité. Après ça, tout ça, on a le besoin de le réparer. On a besoin d'Internet aussi. Mais ça vient comme avec l'électricité, genre 2.0. C'est ça, 2.0. Mais tu sais, tout ça, c'est de revenir à la base, puis de développer une autonomie, une résilience. Comment je peux être autonome en eau, nourriture, chaleur, électricité? Comment je peux répondre aux besoins de base de moi puis ma famille, indépendamment de tout système externe? Comme ça, si jamais il se passe quelque chose, comme un verglas 2.0 ou la COVID-20, là, on était chanceux, il y avait la nourriture dans les épiceries, mais tu sais, il faut quand même garder en tête, puis c'est pas dans le but de le faire avec peur, mais de le faire juste par prévention. C'est que là, notre niveau de vie dans la société en ce moment est très élevé. Genre comme, c'est fou tout ce qu'on peut faire, ce qu'on a accès à. Puis que s'il y a un petit point qui marche plus,
ben là, on pourrait tomber genre à l'âge de pierre. On l'a vu ici au Québec avec le verglas. Genre comme on n'a vraiment plus rien, puis on est chanceux d'avoir la nourriture dans les épiceries. Mais c'est juste garder en tête que pendant qu'on vit dans toute cette abondance-là, on serait aussi bien de concevoir des bâtiments, des systèmes qui ont une résilience pour que si jamais quelque chose arrive, ben qu'à la place de tomber à l'âge de pierre, ben là, on arrête, toc, puis on se dit, OK, ben j'ai eau, chaleur, nourriture dans ma maison, indépendamment de tout système externe. En plus, je peux avoir l'électricité qui peut être bien. Si jamais j'ai encore l'Internet, je suis vraiment heureux. C'est juste... ça, c'est le summum. Bon, moi, je meurs pas. Je meurs pas. C'est d'avoir une résilience. Puis comment on accomplit ça? Ben, on s'aligne avec la nature, tout simplement. C'est-à-dire que, bon, l'eau est où? L'eau nous tombe sur la tête, mais on peut cueillir l'eau de pluie. Après ça, on peut s'en servir dans notre maison. Puis après ça, cette eau-là devient des eaux grises. Des eaux grises, dans le fond, le savon, les plantes qui adorent ça. C'est pour ça, en fait, que ça désaxe nos cours d'eau. Parce qu'il y a trop de nutriments, puis il y a trop d'algues. Mais si tu fais ça dans une cellule botanique contrôlée dans ta serre adjacente à ta maison, ben là, ça te produit de la nourriture, puis les plantes adorent ça. Fait que là, tu crées un cercle vertueux avec ton déchet que tu sers pour produire de la nourriture, puis ensuite, tu réutilises ton eau. Fait que là, à la place de pomper de l'eau propre sous la terre et de la salir, puis après ça, de la renvoyer dans une fosse septique puis un champ d'épuration juste au-dessus de la terre, juste au-dessus de la nappe phréatique, t'sais, que quand c'est bien fait, c'est quand même correct, mais tu sais... Puis il y a de plus en plus de systèmes qui permettent de bien le faire. Mais il faut juste philosophiquement, tu es aussi bien genre de comme prendre l'eau qui tombe sur la tête, qui t'est offerte par la nature, t'aligner avec la nature, t'en servir, la réutiliser, puis après ça, la mettre dans des plantes. Puis là, les plantes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, évapotranspiration, puis tu la renvoies où est-ce qu'elle est arrivée. Puis je trouve intéressant ce que tu viens de dire, juste parce que aussi dans un concept de résilience, il y a certains pays, je rajoute un petit truc, que c'est obligatoire maintenant de ramasser l'eau pluie. C'est comme il y a certains pays que c'est illégal de ne pas le ramasser pour faire attention à ça. Puis même nous, à Sutton, cette année, ils ont dit que les réserves d'eau étaient trop basses. Fait que là, les gens, ils doivent réduire le nombre de douches, faire attention. Fait que ça, c'est dans nos réserves à nous. Fait qu'il peut y avoir un mix aussi, de plus on fait attention à la consommation, mais aussi si on est capable d'en attraper un petit peu pendant que ça tombe. Il y a du monde, comme les chips où est-ce qu'on est allé se former. Cet endroit-là, c'est qu'au milieu du désert, ils vivent de l'eau de pluie. C'est vraiment exceptionnel. Là. Fait que nous, on est vraiment capable. Il faut juste mieux gérer. Ensuite, c'est l'autonomie en eau. Ça, l'autonomie en chaleur, mais c'est extrêmement simple. Comme tu le disais, on met des fenêtres au sud, la bonne proportion. Ça coûte pas plus cher, de mettre les fenêtres au sud. La même quantité de fenêtres que tu mets sur un bâtiment d'habitude, mais tu t'alignes avec la nature. Ensuite, tu mets de la masse thermique à l'intérieur. C'est souvent la même quantité de matériaux, mais en place, tu t'assures qu'il y a un peu de béton à place d'être à l'extérieur de ton enveloppe isolante. Tu t'assures qu'il est à l'intérieur de ton enveloppe isolée. Fait que là, ça te donne une batterie thermique pour ton bâtiment, puis ça te permet de passer au travers de la nuit. Fait que juste en s'alignant avec la nature, puis avec des ombrières, là, tu peux tempérer pour l'été pour pas avoir trop chaud. Fait que vraiment, genre comme autonomie en eau, autonomie en chaleur, juste en s'alignant avec la nature. Puis après ça, tu as l'autonomie en électricité. Mais ça, c'est extrêmement simple. On a une solution vraiment merveilleuse technologiquement en ce moment, qui est les panneaux solaires. Puis je sais qu'il y a un peu de mauvaise presse là-dessus, que c'est polluant et tout. Mais comme c'est ça, au Québec, on a l'électricité la plus propre au monde. Okay? Yes. C'est comme, yes, good job le Québec, yes, quand même. Là. L'électricité la plus propre, une des électricités les moins chères au monde, un des réseaux les plus stables. Mais quand même, ça serait bien d'avoir une résilience, puis de voir son autonomie. Puis partout ailleurs sur la planète, puis ça va aller être au Québec, ça devient extrêmement rentable, puis c'est écologique, les panneaux solaires. Fait que d'installer ça. Puis aussi, une chose que les gens oublient souvent, c'est que présentement, nos maisons fonctionnent à l'électricité plus écologique comme hydro, sauf que toutes les autos sont encore au gaz. Puis il faut que ça change, ça n'a pas le choix. Pas la nôtre. Pas les nôtres, mais beaucoup de voitures. Encore la flotte de voitures principale est au gaz. Et ça, il faut que ça transfère. Et si on transfère, ben là, il va falloir soit aller faire plein d'autres barrages ou maintenant, on a la chance d'avoir un hybride entre panneaux solaires. Puis là, on peut, avec les panneaux solaires, récolter le soleil qui tape, genre grossièrement, là, chaque maison, sa superficie de toiture, là, tu mets des panneaux solaires là-dessus, puis chaque maison est autonome en électricité. Avec le même principe que chaque toiture de maison, juste l'eau qui nous est offerte sur cette superficie-là, nous permet d'être autonome en eau. C'est juste de récolter ce que la planète nous offre, tout simplement. Puis de ne pas avoir besoin d'aller le tirer ailleurs. Fait que dans le fond, on a fait eau, chaleur, électricité, puis ensuite nourriture. Un des plus gros polluants au Québec, c'est le fait... Bien, sur la planète, c'est le bâtiment, mais au Québec, notre système de chauffage est tellement propre avec l'électricité, c'est le transport. Puis le transport, en fait, c'est la nourriture, parce que la nourriture, en hiver, vient de loin. Soit qu'on fait venir... On transporte tout. On fait venir notre nourriture de la Californie en hiver, qu'on brûle du pétrole, ou on chauffe des serres au Québec avec du mazout. Fait que comment qu'on peut faire
pour avoir notre résilience, notre indépendance et être écologique. Ben, un des principes de base, c'est sur une maison. Pourquoi est-ce que ma maison me nourrirait pas? C'est pourquoi pas? Fait que là, c'est d'avoir une serre adjacente. Souvent, c'est une bonne stratégie. Il faut vraiment bien le faire. Mais quand c'est bien fait, puis là, je dis vraiment bien le faire dans le sens qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité, de moisissure dans les murs, parce qu'une serre, c'est un lieu extrêmement humide. Fait qu'il faut bien le faire pour que la santé reste là. Puis on a plein de preuves que ça s'exécute avec brio. Il y a plein de gens qui l'ont fait maintenant au Québec, mais le leader, Luc Dorman, ça se fait attacher ou détacher. Oui, ou détacher, oui, absolument. Fait que là, tu fais une serre, puis là, tu produis toute ta nourriture fraîche, localement, juste à côté de chez toi. Fait que là, en plus d'augmenter ta résilience et ton autonomie, ben, ton impact écologique est immense. Fait que là, on a autonomie en eau, en chaleur qu'on a vu, en électricité, puis en nourriture. Puis après ça, il y a juste le petit concept de pouvoir choisir des systèmes que tu peux réparer toi-même, que tu peux réparer dans ta proximité. Fait que, ça, tu as une nouvelle imprimante 3D, puis tu joues avec ça vraiment. Effectivement, c'est mon nouveau jouet. Fait qu'on va bientôt pouvoir tout réparer facilement. Ouais. Mais ça vient aussi de ne pas prendre des systèmes trop technologiques. T'sais, en isolant mieux le bâtiment, ben, tu n'as pas besoin de systèmes sophistiqués de géothermie, puis tout ça, que pour un bâtiment bien isolé, ça vaut plus tant la peine. Tu n'as plus besoin, genre, autant d'une thermopompe, parce que ça, c'est tous des bidules qui sont vraiment intéressants technologiquement, puis qui sont écologiques, mais en même temps, c'est plein de technologies, tu sais, c'est pas super résilient. Donc, plus de chances de briser. Ouais, exact. Et tu es dépendant de quelqu'un d'autre, d'un réparateur, d'un fournisseur. Pour venir le réparer. Ouais, parce que tu peux pas le faire toi-même. Fait que tout ça, c'est juste choisir ses valeurs. Tu sais, c'est quoi ses priorités dans son habitation? Est-ce que je veux pousser la résilience? Est-ce que je veux pousser la maison saine? Est-ce que je veux pousser la performance? Puis dans quelle proportion que moi, genre, je choisis de modifier mon bâtiment. Et dernière question pour toi, juste avant qu'on passe à la suite. La différence entre, parce que le mot résilience est devenu à la mode, mais autonomie aussi, c'est quoi la différence entre résilience et autonomie? Est-ce que c'est la même chose? Bien, l'autonomie, c'est comme l'extrême, puis la résilience s'en sert dans le fond. Puis la résilience, mais si on revient à la base, c'est quoi la résilience? Ça vient d'une propriété physique. C'est comme une balle rebondissante, elle est extrêmement résiliente parce qu'elle va atterrir. Quand elle va arriver sur la surface, elle va se déformer. Puis elle va reprendre sa forme tellement vite, elle va être capable de reprendre sa forme tellement vite qu'elle va remonter. Fait que s'il arrive quelque chose, comment que notre bâtiment, notre société peut, même avec un impact, reprendre sa forme et être viable? Fait que l'idée, c'est juste d'avoir de la résilience. C'est-à-dire, pour l'eau, ben, j'ai l'eau de la pluie, mais j'ai aussi l'eau d'un puits. Tu pourrais avoir les deux, par exemple. Fait comme ça, mettons, à Sutton, il manque d'eau dans la nappe phréatique. Tu as l'eau de pluie, puis s'il manque, tu sais, il pleut pas pendant longtemps, mais que j'en ai encore dans mon puits. C'est redondant. C'est comme pour le chauffage. On va avoir le soleil, l'électricité, puis le bois. Puis le bois, par exemple. Fait que, c'est fait que la résilience, c'est comme de la redondance, c'est-à-dire que tu as multiples sources. Ouais. Puis dans le fond, il y en avait un autre, chaleur, tu l'as dit. La nourriture, dans le fond, c'est que tu peux produire la nourriture locale. Tu as aussi des poules. Puis tu peux continuer quand même à aller à l'épicerie. C'est juste que si l'épicerie n'est plus disponible pendant quelques jours, tu es correct. Puis l'électricité, ben, c'est la même chose aussi. Oui, panneaux solaires, éoliennes, puis Hydro-Québec. Tu peux avoir les trois. Puis, vas-y. Je pense que c'est important aussi, justement, de ne pas tout jeter qu'est-ce qu'on fait habituellement. Oui, c'est ça. La résilience, c'est vraiment d'ajouter d'autres systèmes, des compléments. Mais on a la chance au Québec d'avoir Hydro-Québec. Tu sais, beaucoup de gens parlent d'autonomie. C'est-à-dire, ben, parfait, tu veux tendre vers l'autonomie. C'est pas une raison de te débrancher d'Hydro-Québec. C'est ça, j'allais dire. Hydro-Québec a vraiment son avantage. On n'aura jamais l'autonomie alimentaire au Québec. Ben non, c'est pas complète. On va tendre vers l'autonomie alimentaire, énergétique. Les panneaux solaires, on peut être autonome si on consomme presque pas, tu sais, en bas de 500 $ de chauffage, etc. Mais la résilience, pour moi, c'est justement, tu as parlé du verglas. Les maisons R2000, qui datent des années 80, là, puis Benoît est aligné sur ce modèle-là, 50% minimum d'économie de chauffage. C'est les maisons qui ont traversé le verglas, justement, qui n'avaient pas besoin de chauffage pendant le verglas, qui a duré 2-3 semaines. Ça chaleur. Ils ont des surchauffes en hiver, ces maisons-là, quand il y a du soleil. C'est bon là, il y en a moins de soleil. C'est bon de le nommer qu'une maison vraiment bien conçue, avec les fenêtres au sud, bien isolées, bien étanches, avec de la masse thermique, un bâtiment peut passer l'hiver sans geler, sans chauffage. Tu seras peut-être pas à 20 degrés Celsius en te réveillant le matin, mais à 10 ou à 15, si tout le reste du monde sont gelés, puis genre comme la tripette, genre comme ça va bien ton affaire, là. Tu sais, c'est comme 10-15 degrés Celsius pendant le verglas, tu te mets une veste de laine, t'invites tous tes amis, ça chauffe le bâtiment, un gros party, là. C'est ça, effectivement. Et je pense que c'est important aussi parce que les gens voient beaucoup l'autonomie comme un gros défi, mais c'est vraiment d'y aller par étapes. Et c'est de prévoir le bâtiment. Tu sais, on parle de panneaux solaires, on n'est pas obligé de les installer tout de suite. Mais déjà de prévoir la tubulure, les fils, pour que le jour qu'on les installe, donc, fait que la maison peut évoluer selon les besoins aussi, parce qu'on s'entend que présentement, on est encore dans l'abondance.
Alors, on n'a pas besoin de déjà tout de suite avoir tout ça, mais c'est de dire, le jour que ça change, on va être prêt puis on sait quoi faire. Oui, vraiment par étapes. Puis tu sais, ce que André, c'est lui qui m'a tout appris sur la maison saine, mais tu sais, il expliquait que le plus important, c'est de commencer par genre prendre soin de son habitation la nuit, puis où est-ce que tu dors. Tu commences par étapes. Tu commences par ton lit, ton oreiller. Tu commences par la nuit, fermer le Wi-Fi, puis c'est juste que tu n'es pas obligé de tout faire en même temps, mais tu commences par où est-ce que ça a le plus d'impact. Commencer par la chambre, parce que c'est là... C'est là qu'on se régénère. C'est le plus important. On passe le plus d'heures et qu'on se régénère. Puis juste pour terminer, Claire, la question, c'était, donc, tu as super bien expliqué la résilience puis l'histoire de par étapes, tandis que quand les gens nomment autonomie, souvent, c'est parce qu'ils réfèrent à autonomie complète. Fait qu'on parlerait d'une maison séparée, donc qui n'est pas sur hydro parce que soit elle est trop loin ou des raisons comme ça. Fait que ça, c'est la différence dans les deux concepts entre résilience puis autonomie. Puis moi, au début, quand je suis allé à la Chip Academy, je trippais vraiment sur le concept de l'autonomie. Puis après coup, en étudiant le truc, j'aime beaucoup plus d'avoir un réseau décentralisé. Un réseau d'énergie décentralisé, mais interconnecté. Un réseau de nourriture décentralisé, mais interconnecté. Pour pas que, genre, comme si jamais toi, tout seul dans ton petit coin, ça va mal toi, ben, tu sois vraiment mal pris. Si tes panneaux solaires, les panneaux solaires, ça ne brise pas, mais admettons tes batteries sont plus bonnes ou ton éolienne, ben, tu es quand même branché, puis tu as quand même un réseau. C'est ça. Fait que c'est un bel équilibre. C'est ça qui fait le plus de sécurité. Parce que chacun produit un petit peu, fait ses propres trucs, puis c'est interconnecté. C'est vraiment intéressant. Donc, deuxième question. Deuxième, on est pas un peu plus que deux, mais la grande question pour vous tous, c'est dans une perspective soit mondiale ou soit spécifiquement au Québec. Donc, comme vous le désirez, là, pourquoi c'est un bon moment pour s'intéresser à ce type de bâtiment-là? Donc, soit plus sain, écologique, plus autonome. Qu'est-ce qui fait que présentement, peut-être plus qu'avant, ça serait une bonne chose de s'y intéresser? Je commencerais, je dirais, crise sanitaire et crise économique. C'est des très bonnes raisons. Être malade, ça coûte cher. Gaspiller l'énergie et l'eau. C'est plate aussi, être malade. C'est pesant. Tu regardes la Californie qui est en feu. On est chanceux d'être à l'abri de ça, mais on n'est pas à l'abri d'autres crises, justement, comme les inondations qu'on a eues, tout ça. Donc, cessons de penser à court terme. Les coûts, on l'a vu, ça, c'est Luc Müllermans qui nous l'a enseigné, et tant d'autres, bien construire et couper les frais d'énergie tout de suite, c'est pas vrai qu'elle coûte plus cher la maison. Le prix de la maison est plus cher. Il faut que tu regardes tes coûts d'opération et tes coûts hypothécaires. Et tu es gagnant tout de suite. Et tu rajoutes l'économie sur les frais de santé. Je veux faire une enquête là-dessus. Là. Combien ça coûte chaque famille en moyenne en frais de santé? Puis au gouvernement par habitat. Combien ça coûte? C'est énorme. Alors, je veux dire, les gens, il y a 50% des gens qui sont malades aujourd'hui. Une maladie chronique, les allergies, là, la liste est très longue. Et c'est pas vrai qu'on doit empirer parce qu'on vieillit socialement. C'est pas vrai. On a inversé le processus avec des enfants, entre autres aux États-Unis. Il y a plein de parents et de professionnels qui ont vu que les enfants condamnés par la médecine allaient mieux quand ils mangeaient mieux, bougeaient plus, avaient une maison saine, etc. Donc, les nouvelles sont déprimantes, mais il y a tellement d'histoires positives qu'on peut inverser la tendance et prendre du mieux. Et je pense que oui, on est vraiment à un moment charnière dans l'histoire où il faut agir et on a toutes les connaissances et les technologies pour le faire. Puis, je pense justement que c'est le bon moment parce qu'on n'est plus à l'étape de l'innovation. Il en reste plein d'autres innovations à faire, mais on s'entend que il y a plein de choses qui se sont développées depuis 30 ans. C'est les connaissances des années 90 qu'on peut appliquer tout de suite. C'est ça. Effectivement, mais les fournisseurs sont là, le réseau de distribution il est là, il y a des professionnels qui sont en place. Moi, j'ai vu la différence depuis 15 ans que je suis entrepreneur. Il y a 15 ans, c'était quand même un défi. Oui, c'est ça. C'était beaucoup de travail. Maintenant, je ne dis pas que c'est facile pour tout, mais c'est beaucoup plus facile. Il n'y a plus de raison maintenant de dire « Ah, c'est trop compliqué, c'est trop cher, c'était pas disponible ». Il y a plein de choses en place. Fait que pour moi, c'est vraiment le bon moment parce que c'est le bon choix, puis c'est logique. Puis moi, le mot que j'aime beaucoup dans le mot écologique, c'est le mot logique. Quand je sauve 100 $ par mois, globalement, avec les frais d'énergie et ainsi de suite, ben c'est pas plus cher. Je veux dire, je sauve de l'argent. Même moi qui est économe de nature, c'est pour ça que je vis dans une maison écologique, parce que je suis quelqu'un d'économe qui a pris la peine de compter. Et quand on ajoute justement les coûts de santé, puis c'est un peu le problème qu'on a au Québec, vu que la santé est gratuite, entre guillemets, on s'en rend pas compte, mais il y a un coût à ça. Ah oui, de société. De société, et même un coût personnel. Même si tu ne payes pas,
Moi, je veux dire, à chaque fois que je paye le stationnement pour aller à l'hôpital, je me dis qu'il y a un coût. J'ai perdu ma journée, j'ai fait tout ça. Il y a un coût social. Moi, j'aimerais rendre dicton, genre, comme quelqu'un qui est malade a un seul rêve, quelqu'un qui est en santé a 1000 rêves. Quand tu es malade, tu as juste le but de guérir, mais quand tu vas bien, ben là, tu peux contribuer à la société de 1000 façons. C'est la créativité qui disparaît quand on est malade. Un médecin qui me faisait remarquer. Effectivement. Et tu as bien nommé la question justement à l'international puis au Québec. Je pense que c'est important de comprendre qu'au Québec, on est un monde à part. On est comme chanceux. On est une société distincte à plusieurs niveaux. On est tellement gâtés. Et moi, je le répète à chaque conférence que je donne, on a la chance d'être gâtés. N'attendons pas d'être dans les problèmes. Donc, souvent, j'en dis en Europe, ils font ça de plus. Je vais comme moi, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. L'énergie coûte 6 fois plus cher, il y en manque, les matériaux coûtent plus cher, les maisons coûtent plus cher. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait des choses. Moi, je t'avais de partir en comité pour monter le prix de l'électricité, là, parce que le monde va être motivé. Peut-être le bloc patrimonial, on le garde là, parce que tu peux vivre dessus, mais après ça, genre, plus cher, parce que là, le monde va être motivé économiquement à avoir d'autres solutions. Sauf qu'il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Donc, il faut avoir... C'est pour ça que j'ai gardé le bloc. J'ai gardé le bloc. Une aide publique pour ces gens-là. Des subventions pour rénover, pour entretenir. Donc, tu sais, on parle beaucoup des bâtiments neufs, souvent dans le bâtiment écologique, mais le parc immobilier, il est énorme, il est présent et il se détériore d'année en année. Donc, c'est important de bien le faire. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui peuvent se permettre d'acheter des maisons. On ne s'est pas enrichi, on s'est appauvri. Mais à partir du moment où tu construis ou tu rénoves, si tu vas toujours au moins cher, ça va te coûter plus cher. Les gens disent, je vais revendre ma maison dans 5 ans, ça ne vaut pas la peine de mettre des matériaux dedans. Moi, je dis, tu vas revendre ta maison plus facilement, c'est un toit de métal, par exemple. Au lieu du bardeau de l'asphalte qui est enfoui après 15 ans. Ou les planchers flottants, c'est la même chose. 10-15 ans, ça va dans les vidanges, ça ne se recycle pas. C'est vraiment gaspillé, puis il faut penser au niveau social, justement. Au niveau social, puis de toute manière, puis ce qui est beau, puis en termes de transformation, on s'entend, comme tu dis, c'était plus dur d'avoir les matériaux, mais de la bouffe bio, il n'y a pas si longtemps, je me rappelle, il y a 10-15 ans, si tu voulais manger bien dans un resto, c'était vraiment compliqué à trouver. Là. Maintenant, ici, il y en a plein des restos, que ça ait de la super bouffe qualité, tout ça, et même biologique et tout ça. Exactement. Le consommateur l'a demandé. C'est ça, exactement. Le consommateur l'a demandé et donc, on voit une réelle différence puis une facilité d'exécution pour ceux qui le désirent. Puis, si jamais la personne a désir revendre, il y a un intérêt. Donc, les gens vont être de plus en plus prêts à payer, sachant que j'ai pas besoin de changer ma toiture avant 40 ans, au lieu de, dans 5 ans, il faut que je la rechange parce que tu l'as fait rapidement. Cohabitation vient de faire un sondage là-dessus. Il y a plein de mythes. Les gens pensent que c'est plus cher, mais c'est vrai que si tu regardes les coûts d'opération tous les mois, ça revient moins cher, ces maisons-là. On ne parle pas encore des frais de santé. Dans les années, là, c'est quand tu calcules, il faut que tu mettes genre comme plusieurs années, là, puis c'est que ça coûte plus cher, mais ça coûte moins cher. Les deux sont vrais. Ça coûte plus cher dans le court terme, ça coûte moins cher dans le long terme. Souvent, ça ne prend pas 5 ans. C'est le premier mois que le surcoût hypothécaire est inférieur à l'économie d'énergie. Exact. Oui, direct, tout de suite. Puis il y a des choses même qui ne coûtent rien. C'est comme, prends tes fenêtres, mets la tour au sud presque. Quand c'est une nouvelle maison. Puis moi, j'irais avec la question comme sur pourquoi maintenant, sur la résilience. Puis moi, c'est qu'une famille qui habite dans une maison autonome devient instantanément plus écologique. Ça, c'est comme, c'est prouvé. Consciente, parce qu'elle devient dans une microcosme, dans une petite écologie. C'est-à-dire que si tu laisses couler le robinet de l'eau puis tu t'en vas te coucher, le lendemain, si tu vis de l'eau de pluie, tu n'as plus d'eau. T'as un feedback direct. C'est pas un feedback direct. C'est pas que tu manques d'eau avec l'eau de pluie, avec tes réserves, tout bien calculé. Tu as tout ce que tu as de besoin, mais si tu le gères pas bien, tu vas en manquer. Ou tu es lâche, puis là, c'est le temps de déboucher ton évier, puis là, tu verses du Drano dedans à la place d'aller jouer les mains dedans. T'sais. Mais là, tu as un petit moment de lâcher. Qu'est-ce qu'il y a avec toutes tes plantes dans ton. Dans ta serre, t'es dessus, tu sais. Fait que là, c'est comme si tu t'es lâche parce que tu laisses ta lumière allumée, puis là, t'es couché dans ton lit, là, puis là, tu regardes la lumière dans le salon, puis là, t'es comme, ah non, je veux juste m'endormir. Mais là, le lendemain matin, tu sais, il n'y a plus d'électricité pour faire tes toasts. T'sais. C'est pas que t'as pas assez, c'est une exagération un peu, mais quand même, c'est pas que t'as pas assez d'énergie, c'est juste que si tu la gères pas bien, tu vas subir l'impact. Parce qu'en ce moment, on profite beaucoup de la planète, c'est une immense écologie. Puis on sent pas l'impact directement tout de suite. Nous, on le sent pas. Surtout nous au Québec, pas de compteur, pas de ci, pas de ça pour l'eau. L'auto électrique, moi, ça fait 10 jours que je l'ai, là, puis tu regardes constamment ton autonomie. Exact. C'est clair. Je suis bien moins stressé en auto, je roule plus doucement. Non, mais c'est comme les voiliers dans le temps, c'était le vent. C'était tout simplement ça. Quand il y avait du vent, il avançait. Puis quand il y en avait moins, il attendait, il faisait autre chose, il pêchait, puis il réparait le bateau. Moi, je dis souvent à la blague que
l'avantage d'avoir un panneau solaire. C'est juste un. Ça va te faire prendre conscience de c'est quoi de produire 1 kWh. Oui. Et finalement, c'est pas l'énergie qu'il produit qui va être importante. C'est juste le changement de mentalité. Hey, ça m'a pris tout ça pour faire juste ça d'énergie. Et là, je vois tout ce que je consomme par la suite. Fait que finalement, le panneau solaire va faire sauver peut-être 20 fois plus d'énergie qu'il va produire lui-même. Ça va t'emmener une conscience. C'est là l'éducation qui est importante. Puis l'autre chose aussi qui est une bonne éducation pour produire un peu d'énergie, c'est d'avoir un vélo électrique qui produit genre de l'électricité. Tu t'aperçois que c'est vraiment beaucoup d'efforts. Pour faire juste une petite affaire, il faut que tu travailles fort. Puis l'autre chose pourquoi l'autonomie, la résilience est extrêmement importante pour moi, puis c'est ça qui a fait que dans le fond, je me suis engagé puis qu'il m'a vraiment motivé profondément à joindre Solutions ERA puis de le lever, puis de créer ce projet-là, c'est que j'ai compris que c'était une vraie solution pour la paix mondiale. Dans le sens que qu'est-ce que chaque humain peut faire pour travailler vers la paix mondiale? Puis là, en ce moment, genre, comment que nos maisons sont construites pour répondre à nos besoins de base, eau, chaleur, nourriture, électricité. On prend de la nourriture parce que c'est quand même un exemple simple. Pour avoir de la nourriture dans ta maison, pour répondre aux besoins de base des habitants, tu as besoin d'avoir du pétrole au Québec pour aller chercher de la nourriture en Californie ou ailleurs. Puis là, tu as besoin de plus en plus de pétrole pour répondre à ça. Puis le pétrole, ben, il y en a ici, mais il y en a dans d'autres pays. Puis là, tu as besoin d'aller chercher les ressources naturelles dans d'autres pays. Tu sais, aux États-Unis, c'est le Colorado qui a plus d'eau dedans. Là, ils sont en train, ils pensent sérieusement à comment ils pourraient détourner les grands lacs pour répondre à leurs besoins. T'sais. Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Fait que c'est comme à cause que tu n'es pas autonome que tu as conçu une société puis un système pour répondre aux besoins de base des habitants en allant tirer toujours plus de recherche à ressources à l'extérieur. Mais là, tu crées une situation où est-ce qu'il y a de la domination puis des guerres. T'sais. Mais là, c'est un pouvoir que chacun d'entre nous, on a de construire son habitation qui est autonome. Là, dans le fond, si genre tu réponds à tous tes besoins de base à toi et ta famille, indépendamment des systèmes externes, ben, quand l'habitation, la famille, le village, le pays va rencontrer son voisin, il va le rencontrer dans sa propre abondance. Il n'y a pas besoin de ce qu'il y a dans sa cour pour le bien-être de sa famille, de son village, de son pays. Pas pour sa survie, du moins. Parce que c'est souvent, tu sais, comme je trouve que c'est important de dire, parce que même si c'est pas une autonomie complète, c'est juste le fait que... Parce que quand on a besoin quand il faut aller chercher l'eau dans les grands lacs pour la survie de notre ville, ben tu vas aller la chercher, tu sais. Tandis que quand c'est un bonus, puis tout ça, ben là, on va trouver des manières plus créatives, peut-être. Les prochaines grandes guerres, pour l'eau, ça pourrait être à propos de l'eau. Mais là, c'est que le pouvoir est entre nos mains, c'est chacun d'entre nous. On n'a pas besoin d'être à la tête d'un pays. Là. Chacun d'entre nous, comment on conçoit notre habitation, comment on choisit de faire ça, ben, on crée notre autonomie, notre indépendance pour qu'on puisse aller voir nos voisins dans l'abondance puis pas dans le manque. Excellent, merci. Au niveau de la réglementation, aussi des gros défis parce qu'on a beau vouloir une toilette à compost, ben, le gouvernement va nous imposer quand même la fosse septique et la Puis capter l'eau de pluie, ben, il faut que tu la filtres, mais c'est pas permis au Québec pour l'eau potable. Moi, l'eau de pluie. Oui, ben en fait, ben justement, regardez, on s'en vient justement à cette question-là, fait que je vais y aller de plus général. Là. C'est justement, si, mettons, on regarde l'habitation normale, on revient dans notre sujet là, de l'habitation normale, c'est quoi les problèmes ou les limitations qu'on rencontre avec la manière, soit l'industrie ou les règles ou quoi que ce soit, qui causent des problèmes fondamentaux? On est capable de mettre des points sur la problématique comme telle. Ah oui. Ah ben, il y en a plusieurs. Moi, ça me ferait plaisir. Tu sais, l'eau de pluie, nous, on a des spécialistes de filtration de l'eau. Puis lui, il dit... Je sais pas pourquoi au Québec, on a comme la croyance que l'eau de pluie est sale, mais lui, il dit c'est l'eau la plus facile à filtrer. Là. Il n'y a pas grand-chose dans cette eau-là. C'est de l'eau qui était distillée. Oui, elle a pris de la poussière, puis des fois, il est pollué un peu. Mais c'est extrêmement facile à filtrer. Après ça, tu sais, les lois sur les fosses septiques et tout ça, à force d'étudier puis de regarder les choses dans le temps, je comprends pourquoi il y a ces lois-là en place. C'est pour être sûr qu'on ne pollue pas nos rivières puis nos cours d'eau, tu sais. Parce qu'il y a d'autres gens qui vont peut-être venir dans la maison dans 50 ans, puis là, il n'y aura pas de fosse septique, mais eux autres, ils veulent une toilette, puis ils vont juste, genre, flusher ça à côté de la rivière, puis ça s'est déjà passé beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'il y a un cadre aussi solide, tu sais. Fait qu'il faut, genre, savoir pourquoi le règlement était là, pourquoi la limite était là, puis l'honorer, puis trouver une meilleure solution en l'honorant. T'sais. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Mais c'est sûr qu'il y a une inertie dans les lois, puis c'est pas pour rien. C'est pas que la nouvelle idée qu'on a, finalement, dans 10 ans, on se découvre qu'elle était vraiment pas bonne. Fait qu'il y a quand même... faut faire ses preuves. Ouais. Mais pour moi, ça va être important aussi toute la notion d'éducation. De comprendre c'est quoi un bâtiment. Donc, la science du bâtiment, comment l'utiliser. Parce que l'utilisateur peut faire une grosse différence. C'est un peu la même chose avec une automobile. 2 conducteurs peuvent avoir une différence de 20% de consommation d'énergie selon la méthode de conduite, la façon. Donc, dans un bâtiment, il y a vraiment
de bien comprendre. Puis le défi qu'on a au Québec, justement, vu qu'on reçoit un compte d'électricité aux 2 mois, ben, c'est dur de savoir quel geste a eu un impact, et ainsi de suite. Enfin, je pense que les outils d'éducation seraient vraiment intéressants là, pour bien le comprendre. Et de former aussi beaucoup les professionnels. Okay. Les professionnels, selon moi, ne comprennent pas la responsabilité qu'ils ont. C'est-à-dire, vraiment la responsabilité professionnelle, donc de faire des bâtiments qui respectent les règles, première des choses. Oui. Parce qu'au Québec, on considère qu'environ seulement 15% des maisons qui sont construites respectent le code du bâtiment. OK. Fait que non seulement on peut aller plus loin que le code, mais... C'est ça. Et là, beaucoup de gens, au Québec, et là, beaucoup de gens disent il faut bâtir mieux que le code. Je fais comme, premièrement, on peut-tu juste le respecter? Bâtir le code. Parce que le code est quand même un bon standard. Oui, c'est ça. Si tu le respectes, c'est la note de passage. Oui, exact. Effectivement. Puis moi, plus j'avance, plus je me rends compte que le code, c'est un petit peu la Bible des bâtiments écologiques et durables. Dans quel sens? Si on faisait juste ça, ça serait pas pire. Le code est fait pour des bâtiments durables, pour, dans le fond, les notions d'étanchéité, de durabilité à l'eau. Attaquons le concept du durable. Là. Juste une maison durable. Là. C'est une maison écologique. Tu n'as même pas besoin de rien faire d'écologique. Là. Tu ne changes pas les matériaux 10 ans. Non. Tu le fais de façon durable et de qualité bien exécutée. Tu es full écologique. Là, Fait dans le fond, ton point, ce que je pense qui est pertinent, vraiment, que tu viens de ressortir, c'est que le code est quand même très bien, un beau pas. C'est juste qu'il n'est pas exécuté avec brio. Dans le fond, l'exécution de ça pourrait être une source du problème. Fait que l'éducation est un truc majeur. Oui, parce que moi, j'ai longtemps poussé à ce qu'on bâtisse mieux que le code, mais j'ai réalisé que ça ne servait à rien qu'il y ait 1% des maisons qui soient meilleures que le code si 85% ne le respectent pas. Ouais. Donc, globalement, on serait mieux que tout le monde respecte le code, autant pour la santé. Qui dit ça, le 85% qui ne respecte pas le code? C'est quelle source? Il y a peu d'études qui le démontrent physiquement, mais dans le fond, moi, j'ai parlé à beaucoup d'inspecteurs en bâtiment et c'est une moyenne, mais il n'y a pas d'études justement parce qu'il n'y a pas d'inspection généralisée. Fait que ça, pour moi, c'est un autre problème. Il y a très peu de villes qui inspectent les chantiers au Québec. Effectivement. Donc, un entrepreneur, c'est assez facile. Moi, je suis devenu entrepreneur très jeune et puis je suis étonné aujourd'hui de pourquoi on m'a laissé construire des maisons si peu d'expérience. N'importe qui peut construire. C'est pour ça que pour moi, Nouveau Climat, c'est la note de passage, pas le code. Si tu n'es pas assez intelligent d'avoir une homologation Nouveau Climat, tu te tires dans le pied. Ils vont inspecter l'isolation, la ventilation puis l'étanchéité, puis c'est gratuit, puis tu as des subventions. Pourquoi ne pas vouloir ça? Moi, je comprends pas. Juste pour être clair, moi, je comprends pas. Tout le monde peut avoir ça. Dans le fond, c'est que tu as le code, puis Nouveau Climat, c'est au-dessus du code. Oui. Puis dans le fond, tout le monde peut avoir un inspecteur qui vient inspecter sa construction. Dans Nouveau Climat, c'est gratuit. C'est le gouvernement qui homologue, qui certifie ta maison. Fait que le gouvernement paye pour qu'elle soit inspectée, ma maison. Oui, il donne une subvention de 2 à 4 000 en fait. Où est-ce que je vais là, pour ça, là, moi, là? C'est Transition énergétique Québec. Nouveauclimat.qc.ca. C'est cool. Fait que ça, c'est notre note de passage. Puis c'est accessible à tout le monde qui construit une nouvelle maison. C'est la note de passage parce qu'on tient à peine compte de la santé des gens dans les maisons Nouveau Climat. Juste le code de l'électricité, là, il exige la mise à la terre bas de gamme, là, mais ils ne tiennent pas compte des électrosensibles ou des enfants et les femmes enceintes, tout le monde qui est plus sensible à l'électricité. COV non plus, pas vraiment? Très peu. Non, juste la ventilation, mais non, les COV, non. Mais il faut parler de l'aspect politique. Tu me demandes c'est quoi les barrières? Ben, c'est le lobbying, évidemment. Parce que l'OMS va nous dire, puis Santé Canada, que les champs électromagnétiques, c'est pas dangereux parce qu'on n'a pas toutes les preuves hors de tout doute. Mais il y a des millions de personnes malades, puis il y a des milliers de médecins qui le disent, qui le voient. Puis il y a des pays comme la France qui ont interdit le Wi-Fi dans les garderies. Allô? La France? Tu sais? Puis le Wi-Fi est interdit aux primaires s'ils ne s'en servent pas en classe pour des activités pédagogiques. La France. Puis la Russie qui interdit le Wi-Fi puis le cellulaire pour étudier à distance pendant la pandémie. OK, il y a des pays qui font des choses qu'on ne fait pas. Fait que c'est de s'informer, puis c'est toujours la pression du citoyen, du consommateur. C'est là que le rôle, justement, parce que j'entends beaucoup de citoyens, des fois, critiquer en disant « les entrepreneurs devraient construire mieux ». Les lois devraient changer. Il n'y a pas d'incitatif trop. Hein. Effectivement, mais je trouve c'est le citoyen qui le demande aussi. Donc, pourquoi il y a plus d'aliments bio dans les épiceries? Parce que les gens étaient prêts à aller acheter. Moi, je veux vous partager quelque chose. J'ai vu une émission qui a changé ma destinée il y a comme plus que 10 ans. Puis c'était une émission sur un gars qui avait genre comme des vaches bio aux États-Unis, puis faisait du yogourt, puis il vendait ça à Walmart. Puis dans l'entrevue, il demandait à Walmart pourquoi est-ce que vous vendez du yogourt bio? Le représentant de Walmart répond, nous, on va vendre n'importe quoi que les gens achètent. Ils en achètent, puis on en vend. Oui, exact. Nous, on va vendre ce que les gens achètent. Puis les particuliers, les citoyens
ne comprennent pas et ne saisissent pas tout le pouvoir qu'ils ont. Ouais. Donc, souvent, ils Acheter, vont c'est voter. critiquer. Mais c'est ça, acheter, c'est voter. Donc, demandez-leur à vos fournisseurs de matériaux, de produits et aux entrepreneurs. Ce qui nous amène parfaitement dans la dernière question. C'est excellent. Qui est, si vous aviez une chose à recommander aux gens, donc les gens qui nous écoutent, là, ils ne savaient pas c'était quoi une maison écologique avant de commencer, par exemple. Et s'il y avait une chose que vous pourriez lui dire qui serait une petite action qu'il pourrait faire à la fin de l'émission, pas là, construire une nouvelle maison, quelque chose de simple qu'ils pourraient faire dans leur maison actuelle, puis qui pourrait les rapprocher d'une maison plus saine, d'une maison peut-être plus écologique, ou de ça. On a donné des bons trucs là, avec Nouveau Climat, avec ce que tu viens de dire, acheter, c'est voter. Est-ce qu'il y a une chose que vous pourriez nommer qui ferait une belle différence? Pour moi, il y en aurait deux. Okay. Vas-y, deux, c'est correct. Je vais t'en laisser deux. Mais tu as juste 30 secondes, par exemple. Ben, la première, dans le fond, de façon plus générale, formez-vous. Okay. Il y a tellement de belles formations qui se donnent parce que l'éducation, ben, c'est le pouvoir pour moi. Tu sais qu'est-ce qu'il y a de l'impact, tu sais c'est quoi les bons choix, ça t'évite de faire plein d'erreurs. Donc, comme ça. Fait que ça va vraiment optimiser ton choix. Et le deuxième choix, plus pratique, changez votre pomme de douche. Faire une pomme de douche, dans le fond, plus performante. Non seulement vous allez sauver 40 000 litres d'eau potable par année, mais en plus, vous sauvez de l'eau chaude. Fait que quand on change une pomme de douche, on va sauver environ 80 $ d'eau chaude par année. Ça coûte combien ta pomme de douche? Il y a des modèles à 50 $. Fait que c'est rentable vraiment. Quand les gens disent ça coûte trop cher une maison écologique, ce geste-là, en moins d'un an, il est rentable. Oui, absolument. Cool. André? Moi, évidemment, je dirais câbler votre maison pour avoir des câbles Ethernet, au moins un par étage, là, pour éviter le Wi-Fi. Mais la ventilation, c'est un gros problème. J'en parle dans mon édito, la revue qui sort prochainement. Avec la COVID, il faut ventiler nos maisons. Si on échange l'air, on est moins à risque d'infection. Puis, la plupart des maisons sont mal ventilées. Pourquoi? Parce qu'ils ont des échangeurs d'air bas de gamme. Et dans Nouveau Climat, ils vont mesurer les débits d'air. Alors, appelez des entrepreneurs en ventilation Nouveau Climat en allant sur le site du Bureau de normalisation du Québec. Vous allez les trouver. Et là, ils vont venir, ça vaut la peine de payer 300-400 $ pour mesurer les débits d'air et calibrer. À la limite, des fois, il faut arracher les tuyaux de plastique, mettre des tuyaux de métal. C'est plus gros s'il faut briser le gyps. Là, idéalement, on ne le fait pas. Mais juste avoir le bon débit dans chaque pièce, dans votre chambre, ça, c'est vraiment une grosse différence. Important d'avoir de l'air pur. Là. Cool. Et donc, toi, Fred, quel est ton... J'ai beaucoup réfléchi. C'est sûr que si vous faites une rénovation, pendant que vous faites une rénovation, vous pouvez passer un fil pour des panneaux solaires plus tard. Si vous refaites votre toiture, peut-être poser des panneaux solaires ou le préparer. Ensuite, l'eau de pluie, ben, c'est la même chose. Vous pouvez préparer une toiture en tôle qui va plus être adéquate qu'une toiture en goudron pour recueillir l'eau. Mais elle, que tout le monde peut faire, je pense, c'est rendre l'autonomie au niveau de l'alimentation, prendre des pas dans cette direction-là, comprendre le jardinage. En ville, en campagne, même en ville, vous pouvez faire pousser des choses sur votre galerie, avoir une petite serre, trouver une vieille vitre recyclée, mettez-la sur genre des balles de paille ou un petit cadre de bois pour cultiver un peu plus longtemps à l'année. Fait que ça, parce qu'au Québec, ce qui pollue le plus, c'est l'alimentation. Fait que là, la chose où est-ce que vous pouvez... c'est le transport de l'alimentation ou le chauffage des serres. Des serres au mazout, pas les serres solaires passives, on va s'entendre. Fait que de travailler sur son autonomie et de voir dans le fond comment je peux faire pousser des choses dans ma fenêtre, comment je peux faire pousser des choses sur mon balcon, comment je peux avoir des germinations. Fait que juste de commencer à être plus résilient, développer son autonomie alimentaire, puis c'est la chose qui a le plus d'impact écologique dans le court terme pour tout le monde. Merci beaucoup. Puis pour conclure, c'est important de rappeler que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui se fait en rénovation aussi. On n'est pas obligé de construire. Souvent, j'entends quand je vais faire ma maison, je vais faire tout ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire déjà aujourd'hui dans notre en réno. Super. Excellent. Donc, un dernier tour de table juste pour nous dire si les gens veulent vous suivre, comment on fait pour vous retrouver sur Internet, soit vos projets ou soit vous-même. Donc, dans le fond, il y a le site benoitlavigueur.com. Donc, dans le fond, moi, je participe à beaucoup de formations avec autant Solutions RA et cohabitation. Donc, je participe également avec la Maison 21e siècle. Alors, cool. On peut te trouver facilement. Effectivement. Super. André? Maisonsaine.ca, maisonsaine.ca. Super. Pour la revue, le site web et tout ce qui passe. Et toi, Fred? Moi, Fred, avec Solutions RA sur Facebook, YouTube, notre site web, Solutions RA, solution au singulier, solutionera.com. Fait que vous pouvez revoir plein de vidéos, de tutoriels, là, d'informations, des vidéos avec Benoît. J'ai le goût de faire des vidéos aussi avec André Plus, des vidéos avec Francis. Ça fait qu'il y a plein d'informations gratuites là. Oui, parce que tout le monde ici est des profs de Solutions RA. Ça donne comme ça aujourd'hui. D'ailleurs,
sachez qu'à Solutionnera, il y a un concours présentement en collaboration avec, ça s'appelle en fait le Grand Concours Districtement Habitat. Et c'est justement que vous courez la chance de gagner notre plus grande formation qui est le certificat en design de bâtiments écologiques, donc d'une valeur de 1 350 $. Donc, si vous avez le goût de participer, vous allez sur le site web districthabitat.ca pour remplir le formulaire. Et le tirage se fait vendredi le 9 octobre à 5 h. Donc, assurez-vous d'y aller le plus tôt possible pour pouvoir courir la chance de gagner le certificat. Pour en savoir plus d'ailleurs sur les experts du jour, donc les gens qui étaient là aujourd'hui, ou n'importe quel des autres exposants ou entreprises qui œuvrent dans le domaine du bâtiment écologique, vous pouvez aller sur le districthabitat.ca pour voir, dans le fond, tous ces gens-là, mais aussi les exposants qui seront aux événements en personne, en présentiel, donc les salons à Terrebonne et à Brossard en 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, on vous encourage à faire des petits likes partout, faire des petits cœurs aussi sur Facebook, allez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, partagez-le au plus grand nombre. D'ailleurs, sur YouTube, si vous avez le goût, non seulement vous pouvez réécouter cette émission-ci, mais vous pouvez écouter n'importe quelle des autres émissions qui ont été produites par le District Habitat. Dernièrement, je voudrais remercier premièrement les collaborateurs, donc les présentateurs qui étaient pour cette semaine, Solutions ERA en collaboration avec Desjardins, ainsi que définitivement remercier tous nos intervenants de l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Je tiens aussi personnellement à remercier le District Habitat pour avoir choisi pour la première fois dans un salon de faire un aussi grand emphase sur l'habitation écologique. Pour moi, c'est un grand pas en avant d'amener ça dans un salon avec un aussi grand focus sur le développement durable, les habitations plus saines, écologiques et autonomes. Donc, merci beaucoup à l'APCHQ Montréal Métropolitain, au District Habitat. À très bientôt. On se revoit soit ce soir, si vous avez le goût d'aller plus loin sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, ou demain midi. Il va y avoir la prochaine émission, donc sur la page Facebook de District Habitat. Il va y avoir la prochaine émission qui va être sur le sujet « Rénover sa maison pour la rendre plus saine et éco-responsable, est-ce possible? » Donc, on a Benoît qui nous a donné un petit hint à la toute fin, mais on va aller plus en profondeur sur ce sujet-là de rénovation de maisons qui existent déjà. Alors, merci encore une fois à tout le monde et à très bientôt. Since I'm bringing on my heart, reaching out.